Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Dans le bureau d'Angela Merkel à Berlin, il y a un petit portrait de Catherine II, dite Catherine la Grande. Cette princesse allemande, devenue impératrice de Russie, a régné durant 30 ans jusqu'à sa mort en 1796. Questionnée par un journaliste au sujet de ce portrait, Mme Merkel répondit que Catherine de Russie était une femme courageuse qui avait accompli beaucoup de choses dans des circonstances difficiles. La chancelière ressemble-t-elle à son modèle? Les historiens jugeront. En tout cas, sauf improbable accident, Angela Merkel se succédera à elle-même pour la 4e fois à la tête de la 4e puissance économique du monde. Comme slogan de sa campagne, elle a choisi « dans un pays où il fait bon vivre ». C'est un peu fleur bleue, mais les électeurs allemands n'en demandent pas davantage et ils vont sans doute lui renouveler leur confiance pour qu'elle soit toujours là, pragmatique et rassurante, au milieu d'une Europe en pleine crise et dans un monde en plein bouleversement. Quand un tsunami d'une violence sans précédent ravage tout sur les côtes du Japon, provoquant la catastrophe de Fukushima, les antinucléaires allemands se réveillent. Angela Merkel, la physicienne, décide que le moment est arrivé. En quelques jours, elle annonce la fermeture des 7 centrales nucléaires en activité sur le territoire allemand. Nous aurons d'ici 2022 totalement renoncé à l'énergie nucléaire. Cela représente un défi pour l'Allemagne, mais aussi une énorme chance pour les générations futures. Durant l'été 2015, c'est une autre vague qui déferle, une marée humaine qui se heurte aux barrières dressées au cœur de l'Europe. Ils fuient la guerre en Irak et en Syrie. Alors que l'Europe se barricade, Merkel, la fille de l'Allemagne de l'Est, ouvre ses frontières. L'Allemagne est un pays fort, dit-elle. Nous avons connu beaucoup de succès et cela, nous le réussirons aussi. Plus d'1 million de migrants seront accueillis en l'espace de quelques semaines. Quand Donald Trump arrive au pouvoir avec ses idées de mur et de protectionnisme, c'est encore la chancelière qui est là, imperturbable. Elle vient à Washington le contredire et porter la voix de l'Europe. L'ambiance est glaciale. Devant les caméras, Trump se renfrogne et refuse la poignée de main protocolaire. Pragmatique, comme toujours, Angela Merkel tire les conclusions qui s'imposent. Devant ses partisans, elle affirme que les Européens, désormais, doivent compter avant tout sur eux-mêmes, qu'ils devront se battre pour leur destin. Avec elle, évidemment, pour 4 ans de plus, à la tête de la 4e puissance économique du monde. Bonjour Charles Ploche. Bonjour. Professeur à l'Institut des hautes études internationales. Vous dirigez aussi le Centre international d'études monétaires et bancaires. Exact. Merci de venir sur ce plateau de Géopolitis. Parlons tout de suite de ce qu'on vient d'entendre. L'intégration de 1 million de réfugiés dans une économie, même l'économie allemande, ça pèse lourd. Est-ce que ça peut être payant à terme? Alors ça devrait être payant. L'Allemagne a un gros problème démographique. La population autochtone diminue relativement rapidement, donc une injection externe de population, c'est très bien. Le problème, c'est que cette population-là va être très longue et coûteuse à intégrer. Donc à terme, ça sera bien, mais ça va durer longtemps par rapport aux précédentes vagues d'Allemagne de l'Est, des gens qui étaient immédiatement mobilisables. Là, il y a des gros investissements à prévoir. Et l'abandon du nucléaire, bon ou pas bon pour l'économie allemande? À court terme, certainement pas bon, parce qu'on prend une industrie florissante et puis on ferme la porte, on abandonne des moyens de production, donc ça n'a pas beaucoup de sens. À plus long terme, c'est un énorme pari que les nouvelles technologies de production d'énergie seront moins coûteuses que l'énergie nucléaire. C'est pas gagné, c'est pas perdu non plus. L'Allemagne, c'est 250 milliards d'excédents l'année dernière, moins de 4% de chômage. Elle fait mieux que tout le monde. Et ce qui est frappant, c'est que depuis la crise de 2008-2009, elle a encore accru son avantage sur les autres économies européennes. Pourquoi? Alors, pourquoi ils ont décollé depuis 2009? Parce qu'ils étaient au bon endroit avec les bons produits. Le pays, enfin la zone qui a connu, le seul
la seule zone qui a connu de la croissance rapide, c'est la Chine et puis le reste de l'Asie. Or, il se trouve que les Chinois et les Asiatiques voulaient des produits chers et de qualité, comme les voitures, les machines-outils, et l'Allemagne était là. Les montres aussi pour la Suisse, et l'Allemagne était là pour fournir des quantités énormes. Donc, ça a permis à l'Allemagne d'absorber le choc de la grande crise financière. Il y a eu, à l'époque de Gerhard Schröder, une grande réforme du marché du travail en Allemagne. On en parle beaucoup ces temps en France. Est-ce que cette réforme participe de la puissance, de la performance de l'économie allemande aujourd'hui? Oui, absolument. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites sous Schröder qui ont assoupli le marché du travail et qui ont permis, justement dans les périodes difficiles, aux entreprises d'absorber le choc. Et c'est pour ça que le chômage a augmenté très très modérément en Allemagne et a immédiatement rebaissé. Donc c'est une démonstration supplémentaire de l'importance d'avoir des marchés du travail qui ne soient pas trop rigides. Mais avec un revers à la médaille, c'est quand même les bas salaires en Allemagne que critiquent les sociodémocrates et la gauche. Toujours. Toujours. Mais on peut on peut pas fonctionner sans bas salaire parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires et mal payées. Et ce n'est pas au niveau des salaires qu'on corrige les inégalités, c'est au niveau de la fiscalité, des transferts. Donc c'est une erreur technique d'essayer d'égaliser les salaires avant impôt. Par contre, après impôt, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir un salaire unique si on veut. Et cela dit, la grande majorité des ouvriers, des employés allemands, notamment dans le secteur de l'exportation, sont très bien payés relativement aux autres Européens. Et pourtant, l'Allemagne reste très, très performante. Alors, deux choses là-dessus. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de ce qui rentre dans une voiture ou une machine en Allemagne est fabriqué ailleurs, donc en partie en Europe de l'Est. Donc l'Allemagne a profité de son traditionnel arrière-plan économique qu'est l'Europe de l'Est. Donc il y a beaucoup les produits circulent. Maintenant l'usine est mondiale. Deuxième chose, l'Allemagne est positionnée sur des produits haut de gamme et donc vous pouvez faire payer très cher à l'exportation vos produits de qualité parce qu'ils sont de qualité, parce qu'ils ont une image haut de gamme. Par exemple, les Mercedes, les BMW. Alors on s'y arrête justement sur ces belles Allemandes qui font rêver le monde entier. C'est la chronique signée Mélanie Ohayon. Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche ou BMW, ces voitures stars des salons. Du luxe sur 4 roues, les Allemandes font rêver le monde entier et rapportent gros au pays. Ces voitures, l'Allemagne en a vendu pour plus de 450 milliards de dollars l'an dernier. C'est plus de 13% de la richesse nationale. Pour vous donner une idée, le secteur automobile allemand représente à lui seul plus de 10 fois le PIB de la Tunisie. L'industrie automobile et ses sous-traitants assurent le plus gros contingent d'emplois du pays, avec plus de 800 000 salariés. Quand le scandale du Dieselgate éclate en 2015, souvenez-vous, 11 millions de véhicules truqués à travers le monde, c'est toute l'Allemagne qui tremble. Et pourtant, l'industrie automobile allemande reste la plus puissante d'Europe et une véritable machine à exporter, surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Rien que dans l'Empire du Milieu l'an dernier, on a vendu plus de 470 000 Mercedes flambant neuves. Xavier Ploche, je tenais à vous avoir sur ce plateau parce que vous avez qualifié de criminelle la politique d'austérité imposée par l'Allemagne au reste de l'Europe. Expliquez-vous. Un certain nombre de pays européens, la Grèce est l'exemple le plus dramatique, qui ont trop emprunté avant la crise financière et qui se sont retrouvés brutalement en difficulté. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ? Et l'Allemagne a insisté pour que tout le poids de la correction qui devait se faire soit porté par la Grèce. Donc ça a amené une explosion du chômage, ça a amené des milliers de fermetures d'entreprises, des désespoirs, des gens qui se suicident, et ce n'était pas nécessaire. Mais est-ce que l'Allemagne, on peut le comprendre, est-ce qu'elle devait payer pour les erreurs commises par les autres ? Les erreurs, quand on emprunte trop, il y en a toujours deux qui commettent l'erreur. Il y a celui qui emprunte et celui qui prête. Or, il se trouve que les banques allemandes et les banques françaises, d'ailleurs, avaient beaucoup prêté au gouvernement grec. Et normalement, quand un emprunteur ne peut pas payer, c'est le prêteur qui subit le coût. Et là, le gouvernement allemand et d'ailleurs le gouvernement français ont fait tout ce qu'ils ont pu pour protéger leurs banques
et pour faire porter 100% du poids sur la population grecque. Et je trouve ça absolument normal. Vous reprochez aussi la vision allemande qui a ralenti la reprise de la croissance en Europe. Alors, l'Allemagne a non seulement écrasé des pays dans des difficultés extrêmes, mais en plus, elle a essayé de forcer tous les pays à rapidement corriger les déficits budgétaires qui avaient été acceptés au G20 au début de la crise. Elle a dit maintenant ça suffit, au bout d'un an il faut plier ça rapidement, alors que toute l'expérience qu'on avait de la grande précédente crise en 1929-30, c'était qu'il fallait revenir très lentement à l'équilibre budgétaire. L'Allemagne, pour des visions très juridico-dogmatiques, a poussé à une fermeture rapide de ces déficits budgétaires. Mais comment vous expliquez que l'Allemagne ait pu imposer au reste de l'Europe sa vision de l'économie, sa vision d'austérité? Ça c'est le grand problème européen, c'est-à-dire que le gouvernement allemand, qui est le plus grand pays quand même, avait une vision très claire de ce qu'il voulait, même si elle était dogmatique. Et en phase 2, ils avaient essentiellement une France qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Donc ils ont pu imposer une vision par absence de vision en phase 2. Alors on parle du couple franco-allemand depuis longtemps. Il y a eu Sarkozy-Merkel, pas terrible. Hollande-Merkel, pas très enthousiasmant. Qu'est-ce que vous attendez du couple Merkel-Macron du point de vue économique? Tout ce qu'on sait, c'est que Merkel, et d'ailleurs dans toutes les capitales européennes, il y a un enthousiasme illimité pour Macron, parce que c'est vrai que c'est le premier président qui s'est fait élire depuis Mitterrand sur un programme pro-européen. Donc ça a changé la donne, il y a un enthousiasme total. Le problème, c'est que Macron n'a pas d'idée claire sur ce qu'il veut pour l'Europe. Il a repris pour l'instant les positions traditionnelles françaises dont personne ne veut. Donc toute la question sur l'Europe, c'est est-ce que Macron saura saisir ce moment un peu extraordinaire où il peut changer les choses, ou est-ce qu'il va arriver avec des idées pas très intéressantes? Mais d'un point de vue économique, les idées intéressantes, rapidement, ce serait quoi? Mais pour moi, la priorité, c'est de corriger toutes les erreurs qui sont sédimentées depuis le traité de Rome en 1958. On a fait ceci, on a fait cela, et le résultat tourne pas bien. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour le Brexit. Si l'Europe était une construction plus agile, plus souple, je pense qu'on n'aurait pas perdu la Grande-Bretagne. Et donc c'est ça, pour moi, la priorité. Et c'est pas du tout ce qu'il y a dans la tête de Macron, en tout cas, de ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Merci, Charles Wiplösch, d'être venu éclairer nos lumières sur le miracle allemand. Merci, à bientôt. Merci. Quelques pistes en prolongement de cette émission, les chroniques stimulantes de notre invité, Charles Wiplösch, dans la revue Telos, disponible sur le net. Il y a là d'autres plumes, comme celle d'Eli Cohen ou Gérard Gounberg, qui méritent qu'on s'y arrête. Sur France Culture, récemment, nous avons podcasté l'émission du Grain à moudre, diffusée le 5 septembre dernier. Merkel, valeur refuge. Elle incarne si bien l'Allemagne, cette chancelière assurante et pragmatique. Enfin, dans les archives de la RTS, Marielle Rezzonico nous a retrouvé un continent sans visa, réalisé en 1969, 25 ans après la fin de la guerre. On s'émerveillait déjà du miracle économique de l'Allemagne. La semaine prochaine, un autre rendez-vous de Géopolitis pour mieux comprendre le monde. Merci de votre fidélité. À bientôt.